Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons entamer notre étude des moteurs thermiques, le chapitre 2 de notre cours. Alors, on va découper ce gros chapitre en plusieurs petits sous-chapitres, et la première partie qui va nous intéresser, c'est le fonctionnement global et l'architecture donc de ce qui va composer un moteur thermique. Alors, premièrement, le fonctionnement global, le but d'un moteur thermique, c'est de transformer l'énergie chimique qui est comprise dans le carburant en énergie mécanique, donc c'est-à-dire en faisant rouler un véhicule. Alors pour cela, il y a plusieurs choses qui vont se passer. On a un aperçu ici sur le schéma. Le but étant donc de transformer l'énergie chimique en énergie mécanique via le moteur thermique, via l'action du conducteur, via l'énergie électrique qui va produire l'étincelle ou l'allumage donc du carburant, qui va donc allumer le démarreur finalement, les liquides réfrigérants, lubrifiants, etc. Tout ça va produire donc de l'énergie mécanique, c'est ce qu'on veut, mais aussi de la chaleur qu'il va falloir évacuer via le pot d'échappement, enfin via le refroidissement, et des gaz brûlés via le pot d'échappement. Alors vous avez ici un schéma donc de l'architecture globale d'un moteur. Alors je vais pas repasser sur tous les termes, ils sont dans le cours, vous lirez ça par vous-même. On va plutôt s'intéresser à différentes parties. La première chose qu'on va distinguer dans un moteur, c'est ce qu'on appelle les parties fixes et les parties mobiles. Tout ce qui est partie fixe va comprendre le bloc moteur, donc le bloc cylindre, donc qui est ici, qui va permettre donc de brûler les gaz, et la culasse, qui va servir de couvercle hermétique, forcément, pour permettre une meilleure combustion, et qui va servir de support à l'arbre à cam et aux soupapes, donc c'est-à-dire finalement à la distribution. Les parties mobiles, elles, sont constituées en partie principale, de l'attelage mobile, donc ce qu'on appelle le vilebrequin, les bielles, les pistons et aussi leur segment, donc qui permet la rotation du moteur, enfin des roues, et aussi la distribution, à savoir l'arbre à cam, la soupape, et ressort de rappel, le système de rappel et autres, qui vont donc permettre d'injecter du carburant et d'éjecter des gaz brûlés. La première composante du moteur qu'on va s'intéresser, c'est ce qu'on appelle le bloc cylindre. Alors le bloc cylindre, il est ici, c'est lui qui va supporter le vilebrequin, qui va permettre le passage le guidage des pistons, et qui va assurer l'étanchéité ici avec la culasse. Donc ce bloc cylindre doit être évidemment indéformable, parce qu'il ne faudrait pas que les pistons commencent à avoir du jeu à l'intérieur des cylindres. Il va résister à des fortes pressions et de frottements et variations de température, puisque c'est à l'intérieur de lui que va se produire les explosions. Et il faut essayer qu'il soit assez léger de façon à ne pas alourdir trop fort le véhicule qui l'entraîne. Deuxièmement, on voit les chemises de cylindre, donc ce sont des pièces cylindriques qui vont venir s'emmancher à l'intérieur du cylindre, qui vont être dans un métal plus résistant et qui vont permettre aux pistons aussi de coulisser à l'intérieur. Elles vont être en fonte ou en acier et vont recevoir beaucoup d'usinage et de traitement de façon à améliorer l'état de surface le plus lisse possible, mais aussi diminuer les frottements et accroître la dureté et la limite à l'usure. Et alors pourquoi est-ce qu'on met des chemises et qu'on ne travaille pas directement dans le bloc cylindre? Alors, ça se fait, mais c'est plus intéressant les chemises. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un défaut, ou un problème, ou une usure inadéquate, c'est plus facile d'enlever la chemise et d'en remettre une nouvelle que de devoir changer tout le bloc moteur. Troisième élément qui va nous intéresser maintenant, c'est la culasse. Alors, le rôle de la culasse, c'est d'assurer la fermeture et l'étanchéité des cylindres dans leur partie supérieure, mais aussi d'amener et d'évacuer les gaz et de mettre en place les éléments propres à la distribution et à l'allumage. Il faut aussi permettre l'évacuation de la chaleur, puisque c'est dans ces endroits-là que se situe les plus hautes températures. Généralement, il est en fonte, et il peut être aussi en alliage d'aluminium. Alors là, vous lirez le type d'alliage dans le cours. Voilà. Élément suivant fondamental donc du moteur, c'est l'arbre à cam, qui est chargé de commander la levée des soupapes. Donc, on le voit sur la vue de profil ici. Donc l'arbre avec les cames dessus. Les cames
ont une géométrie particulière hein, qui permet, donc avec ici la partie excentrée, qu'on appelle le flanc ou la rampe, qui permet la levée ou la descente de la soupape, tandis que la partie cylindrique ici est la zone de repos et qui correspond à une soupape fermée. Alors cet arbre à cames ici est lié de manière indéflectible et invariable au mouvement du vilebrequin, puisque c'est le vilebrequin en tournant qui fait tourner l'arbre à cames ici, qui commande l'ouverture et la fermeture des soupapes, et donc l'admission et l'extraction d'air ou de gaz brûlé dans les cylindres. Alors, on vient d'en parler, mais du coup, il y a aussi évidemment les soupapes, hein, ce sont ces éléments-là, donc on voit ici sur le schéma. Et donc, les soupapes, hein, elles permettent le passage d'un maximum de gaz dans un très court moment, dans un temps très court, et alors elles doivent assurer une étanchéité parfaite quand elles sont fermées du bloc cylindre. Elles doivent aussi résister à des températures très élevées, hein, puisque la température des gaz brûlés à cet endroit-là, au moment de l'échappement, est d'environ 800 degrés. Donc il faut évidemment qu'elles aient des traitements pour résister aux hautes températures et aux déformations que les températures pourraient importer, ainsi que les chocs, hein, évidemment. Donc on retrouve de l'acier asténique, des additifs tels que le chrome, le nickel et le tungstène. Hop, la soupape. Alors on a ensuite bien les pistons, hein, forcément, puisque c'est eux qui vont permettre de transmettre par l'intermédiaire d'une bielle l'effort de pression qui va résulter sur leur tête, ici donc dû à l'explosion, à la combustion des gaz. Ça va créer une surpression dans la chambre, qui vont donc envoyer le piston vers le bas. Et c'est ce mouvement alternatif qui sera ensuite transformé en mouvement rotatif, mais on y reviendra par la suite. Alors il faut des segments hein, pour assurer l'étanchéité et le refroidissement des pistons. Ils sont généralement faits en alliage d'aluminium. Et enfin voilà. Alors justement, je parlais des segments, les voici. Donc les segments, ce sont des espèces de bagues hein, qui vont assurer l'étanchéité au gaz côté chambre de combustion et aussi à l'huile côté carter, parce que il faut pas que les gaz de combustion puissent s'échapper vers le carter d'huile, mais il faut pas que le carter d'huile envoie de l'huile dans la chambre de combustion. Alors généralement, il y a trois segments. D'abord, le premier segment, c'est le segment feu, donc qui permet justement d'empêcher le gaz de partir, enfin l'explosion de partir. Le segment d'étanchéité et le segment racleur qui lui va assurer surtout l'étanchéité à l'huile et qui va renvoyer, donc quand le piston monte, envoyer de l'huile vers le haut, et quand le piston descend, racler l'huile vers le bas. L'élément suivant, c'est la bielle, hein, la bielle dont on vient parler, qui est l'élément intermédiaire qui permet la transmission des forces de pression sur le piston vers un mouvement circulaire au vilebrequin. Donc voilà, le vilebrequin, le voici. Alors ça, c'est une pièce fondamentale, hein, puisque il termine la transformation du mouvement rectiligne du piston en mouvement circulaire. Et il est soumis à beaucoup de contraintes, hein, des contraintes de torsion, de flexion, des frottements au niveau des portées, des vibrations. Donc il faut que ça soit une pièce qui soit très robuste, de géométrie absolument indéformable et à l'équilibrage parfait pour éviter tout choc dans le régime moteur. Alors le vilebrequin, donc il se compose de plusieurs torillons. Alors on a ici la légende, les torillons qui sont donc des torillons alignés sur lesquels il va tourner, hein, c'est finalement ces paliers sur lesquels il va tourner. Et excentré par rapport à ces torillons, on va avoir ici les manetons, et c'est sur ces manetons que sont montées les bielles. Alors l'excentricité, donc c'est-à-dire la distance ici entre la ligne rouge et la ligne bleue, va définir la course du piston, de telle manière que la course du piston totale, quand le piston est en haut, le maneton est là, quand le piston est en bas, le maneton descend et est ici. Et donc, la course du piston, c'est 2 fois l'excentricité ici entre le torillon et le maneton, et c'est ce qui va en partie définir la cylindrée d'un moteur. Alors, dans le cours, hein, il y a un très grand paragraphe d'une page et demie qui explique qu'en gros, un vilebrequin doit être équilibré, qu'il est soumis à des forces centrifuges et alternatives, et que ces forces centrifuges sont elles-mêmes des forces centrifuges statiques et des forces centrifuges dynamiques,
Alors je reviens pas trop ici dans la vidéo parce que sinon on va partir dans des conjectures absolument très longues. Je vous invite à lire cette partie-là dans le cours, néanmoins ce sera pas sujet d'examen, mais c'est intéressant de se poser les questions, quel type de force va subir un vilebrequin et comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes d'alignement et de centrage en mettant des contrepoids par exemple sur le vilebrequin. Alors les architectures des vilebrequins, ben, on a vu ici l'exemple d'un monocylindre, hein, donc avec un seul cylindre, le calage se fait à 360 degrés, donc le magnéton ici va monter, va descendre par rapport aux tourillons qui sont là. Dans un, Dans un bicylindre, ben alors là il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, hein. On peut avoir les deux manetons qui sont alignés. On parle alors d'un calage à l'allumage à 360 degrés ou en opposition, comme c'est le cas ici avec un calage à 180. Donc ça veut dire qu'en gros, dans le calage à 360, quand les pistons travaillent en même temps, donc quand les deux pistons, quand il y en a un en haut, l'autre est en haut aussi, et en bas pareil. Par contre, un calage à 180, ben là, il fonctionne en opposition, hein, si vous voulez. Il y en a un en haut, un en bas. Alors on a aussi les dispositifs V2, hein, c'est les V-twin par exemple sur les Harley. Mais bon, ça c'est un peu différent. Les trois cylindres, hein, on a ici un calage à 120 degrés, donc il y a un déphasage dans le temps de 120 degrés par rapport aux trois cylindres. Alors on peut retrouver des calages à 180, mais c'est très 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 rare. Et les moteurs à 3 cylindres, alors historiquement on en trouvait quasiment que dans les Smart. Maintenant on en trouve de plus en plus, par exemple dans les Ford, les petits moteurs Ford, hein, etc. Bon, voilà, l'inconvénient, c'est clairement un problème d'équilibrage, hein. En gros, plus il y a de cylindres, plus l'effet de... Allez, comment j'ai expliqué ça, mais... En gros, moins il y a de vibrations dans le moteur, et donc, moins on a un ressenti, et plus le couple est bien distribué dans la plage moteur. Alors justement, le 4 cylindres, hein, on l'a ici. Alors là, c'est toujours du calage à 180 degrés, dans le sens où les pistons fonctionnent toujours en quinconce, hein. Si on a deux pistons en l'état haut, au point mort haut, on a deux pistons au point mort bas. Généralement, dans cette configuration-ci, c'est-à-dire avec 5 tourillons, les deux les plus éloignés travaillent ensemble, les deux plus proches travaillent ensemble, hein, ça c'est toujours. Alors on peut avoir des, des moteurs, des 4 cylindres avec seulement 3 taurillons. Voilà, ça se fait. Il me semble que c'était un modèle de Renault qui fait ça. Alors, on préfère quand même les 5 taurillons, même si jamais c'est un peu plus important. Il y a moins de vibrations et moins de problèmes au niveau des contrepoids. C'est ce qui était expliqué dans la partie que j'ai un petit peu passée. Mais donc voilà. Alors il y a d'autres types de moteurs, hein. Ici on reste très vague, hein. Je suis resté sur des 4 cylindres maximum en ligne. Après il y a les 6 cylindres en ligne, les V6, les V8, les V12, les W16. Mais alors là, voilà. Ici je voulais rester dans des supports assez classiques, hein, l'automobile classique, pas partir sur du sportif. On a rarement un W16 dans sa voiture, hein, de tous les jours. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.